Bonjour à toutes et à tous, Madame l'ambassadrice en charge des pôles arctiques et antarctiques, Monsieur le Président fondateur du Forum économique international des Amériques, chères participantes, chers participants, chers dignitaires, distingués invités, je suis très heureuse de me présenter aujourd'hui devant vous au terme de ce débat passionnant. Je pense que vous avez, tout comme moi, tout le moins apprécié ce vibrant plaidoyer pour le rôle et l'engagement que les gouvernements et les entreprises privées doivent jouer face au changement climatique dans le contexte actuel, effectivement, de transition écologique. Thank you so much, Miss McCarthy et Michael Sabia, pour vos échanges qui, j'en suis sûre, nous éclaireront pour les semaines à venir, sinon les années à venir. La conférence de Montréal célèbre cette année son 25e anniversaire. Cet anniversaire souligne également et va de pair avec celui de mon université, l'Université du Québec à Montréal, qui célèbre ses 50 ans. Deux anniversaires qui nous rapprochent dans le cadre d'un partenariat qui est fort, porteur de promesses, de défis excitants. D'ailleurs, le thème « Mener le changement » de ce 25e anniversaire rejoint une préoccupation partagée par l'UQAM et la conférence. Nos deux institutions, en effet, sont partie prenante tant des réflexions que des actions à mener pour aboutir à ce changement. Au cours des derniers jours, nous nous sommes particulièrement penchés sur les défis que pose la mondialisation dans un contexte de crise environnementale. Nous avons réalisé effectivement qu'il faut un changement de perspective, que les défis engendrés par les changements climatiques exigent de repenser notre place comme être humain, comme citoyen dans le monde, comme décideur, chef de file, chef d'entreprise, comme femme, comme homme politique. Les discussions d'aujourd'hui, j'en suis convaincue, porteront fruit. Une des personnes par qui le changement arrive, qui influence les idées et les actes, est la grande dame que j'ai l'honneur de vous présenter. Madame Ségolène Royal, ambassadrice de France pour les pôles arctiques et antarctiques, ministre française de l'écologie de 2014 à 2016 et de l'environnement en charge des relations internationales sur le climat de 2016 à 2017. Présidente en 2015 de la Conférence de Paris sur le climat, plus connue sous le nom de la COP21, elle milite depuis des décennies sur l'importance cruciale de l'environnement. Nul doute que sa vaste expérience du monde politique et sa sensibilité de femme engagée viendront nourrir notre réflexion. Saluée par l'astrophysicien Hubert Reeves, comme une personnalité phare dans la lutte pour arrêter la destruction de notre planète, Ségolène Royal est consciente que le temps presse. Mais elle croit et soutient que l'action est encore possible si nous avons cette volonté et si nous actionnons les bons leviers. Ce discours rejoint à peu de choses près le dialogue que nous venons d'entendre. Et de bons leviers, permettez-moi de vous dire qu'elle en a actionné plusieurs. Ainsi, c'est grâce à sa détermination comme ministre de l'écologie que la surface des aires marines françaises protégées est passée de 32% depuis 2014. C'est sous son élan qu'est née le 1er janvier 2017 l'Agence française pour la biodiversité, dont le mandat est de mobiliser la société pour la préservation des espèces et des milieux naturels. Dans son manifeste pour une justice climatique, un ouvrage qu'elle a écrit en 2017, Ségolène Royal constate que la lutte au changement climatique est le plus grand mouvement citoyen à surgir dans le monde depuis des décennies. C'est avec cette idée en tête qu'elle a créé Désir d'avenir pour la planète, une organisation non gouvernementale et à but non lucratif qui agit justement pour donner un nouveau contenu aux valeurs de justice et d'efficacité climatique, tant au plan local que national qu'environnemental et bien sûr international. Première femme de l'histoire de France à accéder au second tour de l'élection présidentielle, elle s'est aussi appliquée à établir le lien entre la cause des femmes et la sauvegarde de la planète. Ce qu'elle viendra expliquer et ce qu'elle décrit dans son nouveau livre, ce que je peux enfin vous dire. Respect de l'environnement, respect des femmes, les deux vont de pair, et Ségolène Royal est l'une des premières personnalités publiques à l'affirmer. L'université que je représente se reconnaît dans les actions et les propos de Ségolène Royal. L'UQAM est une université audacieuse, scientifique, créative, profondément humaniste. Ses programmes de formation, tout comme ses créneaux d'excellence en recherche, portent particulièrement sur la démocratie, les droits humains, la cause des femmes, les changements climatiques et l'environnement.
L'UQAM est d'ailleurs la première université à avoir créé une maîtrise et un doctorat en environnement et à avoir mis sur pied l'Institut des sciences de l'environnement qui réunit plus de 80 chercheurs. Sans conteste, mon université est engagée comme l'est Ségolène Royal. Figure incontournable et charismatique parmi les défenseurs de la planète, elle est parvenue à imposer sa voix, à partager sa vision et offrir des pistes de réflexion de pays en pays, de gouvernement en association, d'ONG en forums internationaux comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Elle s'adresse avec conviction à ceux qui peuvent et à ceux qui veulent mettre un frein au changement climatique. Son courage est une inspiration pour nous tous et sa ténacité impose le respect. Mesdames, Messieurs, je vous invite à accueillir chaleureusement l'ambassadrice de France pour les pôles arctiques et antarctiques, Madame Ségolène Royal. Merci beaucoup, Magda, de ces mots très, très aimables. J'ai intérêt maintenant à être à la hauteur de tout ce qui a été dit. Je suis très heureuse d'être parmi vous, Monsieur le Président fondateur. Très difficile de parler après Gina McCarthy, que j'avais longuement rencontrée d'ailleurs au cours de la préparation de la COP21 à Washington dans le cadre de ma présidence de la COP21. Moi, je ne vais pas vous faire un discours théorique. On m'a demandé de vous dire quelques mots sur la gouvernance climatique et je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai pu moi-même observer lorsqu'on a les mains dans le moteur propre, bien sûr, des négociations internationales ou encore du vote des lois ou encore de la gestion d'un territoire qui avait fait de l'excellence environnementale sa priorité. Et au fond, le moment est bien choisi puisque j'étais venue il y a 3 ans, juste après l'accord de Paris sur le climat, expliquer comment cet accord avait pu être noué. Et c'était au moment où je m'occupais, et j'étais dans le marathon des ratifications de l'accord de Paris pour essayer d'arracher aux 180 pays qui avaient juste levé la main en décembre 2015 pour désormais leur arracher la ratification opérationnelle, c'est-à-dire la délibération dans les conseils des ministres, le vote au Parlement, la prise de textes réglementaires selon leur constitution et selon leur procédure interne. Et aujourd'hui, donc 3 ans après, la question est légitime. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'accord de Paris sur le climat et pourquoi la jeunesse sort dans la rue de façon aussi déterminée, de façon aussi surprenante, de façon aussi magnifique, j'allais dire, avec un slogan, parmi tous les slogans qu'utilise cette jeunesse qui est dans la rue, cette très jeunesse, parce qu'on voit des jeunes de 14-15 ans qui sont dans la rue, ça c'est très nouveau. Et ce que j'ai retenu, moi, parmi tous les messages qu'ils utilisent, c'est celui-ci, il faut que la peur change de camp. Je trouve ça assez fort. Il faut que la peur change de camp, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les jeunes, disent-ils, nous avons peur de ce que va devenir la planète, nous ne savons pas dans quel contexte nous allons faire naître nos enfants, qu'est-ce qui restera de la nature autour d'eux. Et vous, dirigeants de la planète, vous n'avez pas peur finalement, parce que si vous agissez si lentement, c'est que vous n'avez pas peur. Eh bien, nous voulons que la peur change de camp, nous voulons vous faire peur pour que vous agissiez plus vite et plus fort. Et mon expérience, si je puis me permettre modestement de vous en faire part, c'est que on a souvent la tentation de sous-estimer l'accord de Paris sur le climat. Mais moi, je dirais que ce sont les fondations, c'est le socle qui a été fait et qui n'était pas acquis d'avance. Vous savez, ça s'est tenu à peu de choses. Et ça s'est tenu, par exemple, au fait qu'à un moment, Barack Obama a dit « nous venons quand même à Paris », juste après les attentats terroristes du mois de novembre 2015. Les pays auraient pu dire « non, Paris n'est pas une ville sécurisée, nous ne venons pas à Paris pour l'accord de Paris sur le climat ». Et plusieurs leaders du monde ont dit « si, justement parce qu'il y a eu un attentat terroriste à Paris, nous allons venir à Paris pour la conférence de Paris sur le climat ». Parce que derrière le combat climatique, il y a aussi des enjeux, j'y reviendrai, sur le combat concernant la sécurité. Un autre élément qui va vous montrer à quel point les choses se sont jouées à peu, c'est la ratification. La ratification, elle a été obtenue le 4 novembre. Et vous savez ce qui s'est passé le 8 novembre? Le 8 novembre, c'est l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que si nous avions mis plus de temps que prévu, et c'était déjà un record incroyable,
C'est la première fois qu'un accord climatique est ratifié aussi rapidement. Nous avons mis 9 mois. Et c'est le 4 octobre que 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre ont ratifié l'accord de Paris sur le climat. Et comme l'accord prévoit un délai d'1 mois, c'est le 4 novembre que l'accord de Paris est entré en vigueur. Il aurait suffi d'un dérapage de 8-10 jours et c'était terminé, puisque les États-Unis d'Amérique sortaient de l'accord de Paris et d'autres pays auraient dit bah oui, puisqu'ils n'y vont pas, bah nous non plus, etc. Je précise d'ailleurs que les États-Unis ne sont pas sortis de l'accord de Paris, l'accord ne le permet pas. Hein. Il y a un préavis d'1 an, il y a un délai de 2 ans. Donc pour l'instant, on en est aux déclarations qui sont certes dramatiques, mais il va falloir voir de quoi la suite sera faite. Et donc, réponse très simple à cette jeunesse, il faut simplement que les pays appliquent l'accord de Paris sur le climat. C'est quand même simple, c'est pas la peine de faire des fioritures. L'accord de Paris sur le climat, il oblige chaque État à rendre publique sa stratégie bas carbone. Alors bien sûr, l'accord de Paris ne prévoit pas de sanctions. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas un Conseil de sécurité de l'environnement qui décide, je ne sais pas, des sanctions économiques. D'ailleurs, ça aurait été impossible à faire, sans doute inefficace. Et le pari qui a été fait justement pour cet accord, c'est que les pays seraient suffisamment responsables par rapport à tous les défis qui ont été soulignés et à toutes les raisons qui ont conduit à cet accord pour qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils avaient décidé ensemble. Alors, quelle gouvernance? Pourquoi c'est si lent, finalement? Beaucoup de choses ont quand même été faites. Moi, je ne suis pas de celles qui, toujours, regardent les choses négativement en disant « non, rien n'est fait, tout fout le camp, rien ne va pas, tout tourne en vrille, etc. » Non, c'est pas vrai, parce qu'à force de dire cela, on dégrade la politique. Et force est de constater que beaucoup de pays ont voté leur stratégie bas carbone, qu'il y a des efforts considérables, on l'a vu pendant toute cette journée de débats qui sont faits par les villes, par les territoires, par les pays, par les ONG, par la société civile, par les entreprises, par les fonds d'investissement, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Et pourquoi ce n'est pas suffisant? Donc en regardant de près, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je me suis rendu compte que dans ce travail opérationnel et difficile, de définition de stratégie bas carbone pour la France, de négociations pour la COP, de vote des lois au niveau national ou de gestion d'un territoire, au fond, j'avais passé mon temps à réconcilier des contraires. On passe son temps, dans le domaine environnemental, à réconcilier des contraires. Et donc c'est ça, à mon avis, le cœur d'une bonne gouvernance en matière environnementale. Il faut réussir à concilier des contraires. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, il faut réconcilier l'urgence climatique et la lenteur. L'urgence climatique, elle est là, tout le monde le répète, c'est l'urgence, voilà. Mais tout le monde constate aussi la lenteur. Comment est-ce qu'on réconcilie l'urgence climatique et la lenteur? En fixant un cap, en fixant un horizon, en fixant un objectif extrêmement clair. Et pour ça, on a besoin d'hommes et de femmes politiques forts, charismatiques, qui imposent et qui donnent une lumière à cet horizon pour que l'accélération se fasse et que l'on passe de la lenteur à l'urgence climatique. Deuxième exemple, il faut concilier la simplicité et la complexité. Regardez, le constat il est extrêmement simple. Il faut passer à l'après-pétrole. C'est très simple. La complexité, c'est le comment faire. C'est-à-dire que les mutations industrielles sont extrêmement difficiles à piloter, parce que les gens ont peur de perdre leur emploi, parce qu'il faut réorienter les investissements, parce que des territoires sont impactés par cette mutation industrielle et cette mutation des stratégies bas carbone. Donc comment est-ce qu'on réconcilie la simplicité et la complexité? Qu'est-ce que c'est que cette bonne gouvernance climatique? À mon avis, c'est la sécurisation des mutations. Il faut sécuriser les territoires qui doivent abandonner le pétrole ou qui doivent abandonner les économies et les industries polluantes. Comment on les sécurise? En leur inventant un autre futur, en donnant des formations professionnelles aux salariés sur des nouveaux métiers qu'ils vont devoir engager, en mettant en place des sécurités sociales professionnelles. Et chaque fois que l'on a réussi, je l'ai vu en France, mais on le voit dans d'autres territoires, chaque fois que l'on a réussi des mutations territoriales et industrielles des territoires, c'est parce que les salariés ont été sécurisés par rapport à ces mutations industrielles. Troisième exemple, il faut réconcilier la mondialisation et l'agir local.
C'est évident, parce que parfois on me dit, mais de toute façon ça ne sert à rien qu'il y ait de la politique, les responsables politiques sont des bons à rien, c'est pas grave, on va agir localement dans les villes ou dans les villages. Où on me dit, finalement la mondialisation c'est trop loin de nous, ça ne sert à rien, là aussi on va demander juste aux entreprises. Comment se fait l'articulation entre le marché, la règle étatique, les accords internationaux et l'agir local ? Il faut impérativement réconcilier, c'est-à-dire qu'il y ait des cohérences et que chaque échelon de décision soit au clair sur sa responsabilité. C'est assez simple quand on y regarde de près. C'est-à-dire on a un accord international sur le climat, la mondialisation, elle a fait son travail de ce point de vue. Ensuite, on a des stratégies bas carbone. Donc les chefs d'État, les chefs de gouvernement doivent publier leur stratégie bas carbone et mettre en place les règles fiscales et sociales qui les accompagnent. Et enfin, on a des décisions locales. Et on sait que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est à 70% des décisions infranationales. Donc il faut que les territoires se reconnaissent dans les législations nationales pour pouvoir s'intégrer dans l'application de l'accord de Paris sur le climat. Et enfin, il faut réconcilier l'économie et l'écologie. Et en 2015, lorsqu'on avait des doutes sur la finalisation de l'accord de Paris sur le climat, à un moment, lorsqu'il y a eu le basculement des entreprises et du secteur financier, on a su que les choses allaient changer. Alors, ce n'est pas évident, parce que certains diront c'est comme le capitalisme financier qui a détruit la planète, et c'est vrai. Et donc, attendre que les investisseurs et que le secteur financier bascule vers la nécessité de faire quelque chose contre le réchauffement climatique, ça faisait peut-être un peu mal au cœur à certains, mais c'est comme ça qu'on a finalement réussi. Pourquoi le secteur financier s'est engagé dans le business dialogue qui a eu lieu en juillet 2015, c'est-à-dire 6 mois seulement avant la conférence de Paris sur le climat, où tout à coup, on a vu autour de la table les banquiers, les assurances, les fonds d'investissement, les grandes entreprises du CAC 40 qui se sont réunis, qui ont dit oui, on est d'accord, il va falloir faire quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'ils ont bougé? Parce qu'ils ont compris que le coût de l'inaction était supérieur au coût de l'action. Les grandes compagnies d'assurance ont compris que c'était fini. Elles ne pouvaient plus assurer la disparition des États insulaires ou des villes entières qui tombent dans la mer à cause de l'érosion des côtes. Et donc, pour leur propre intérêt, mais tant mieux, si ça déclenche des cercles vertueux et si, de ce fait, les investisseurs institutionnels et les investisseurs financiers et le système bancaire et le système assurantiel se sont dit si. Il faut maintenant verdir la finance et s'engager dans cette direction-là. Alors, il reste encore beaucoup à faire pour verdir la finance. À titre d'exemple, nous avons mis sur le marché les green bonds. Il y a eu des débats tout à l'heure sur ce sujet. Il y a l'article 197 de la loi de transition énergétique française qui a été adopté aussi au niveau européen par rapport à l'obligation de verdissement des fonds d'investissement. Mais il faut maintenant généraliser au niveau mondial les choix d'investissement des citoyens de leur épargne. C'est très rare. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut placer son épargne en disant « je veux que ça aille dans des fonds verts », c'est très difficile, il y a très peu d'offres. Donc il y a encore énormément à faire sur la question de la finance verte pour réconcilier l'écologie et l'économie. Et enfin, je pense qu'il faut réconcilier le discours catastrophiste du discours d'enthousiasme. Le discours catastrophiste est parfois un fonds de commerce. Et quand on s'arrête au discours catastrophiste, il paralyse. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Le discours catastrophiste, il est absolument utile parce que c'est celui qui réveille les consciences et les volontés d'action. Mais ce qui réveille la volonté, la détermination et la persévérance, c'est quand même le discours positif qui permet de déclencher et d'accélérer les bonnes pratiques. Et de tout cela, je retiens au fond qu'on a besoin, dans cette gouvernance climatique, d'intégrer dans le modèle économique de nouvelles valeurs qui, jusqu'à aujourd'hui, sont trop marginalisées. J'en vois au moins 3, parce que le capitalisme a parlé du capital, du travail, mais a oublié la nature. Et c'est ça qu'il découvre aujourd'hui. Donc, j'en vois au moins 3. D'abord, reconnaître la valeur économique de la nature, parce qu'elle n'est plus illimitée ou gratuite, comme le pensait autrefois, comme le pense encore le système économique. Ce n'est plus un bien inépuisable,
Ce n'est plus un bien gratuit et donc il faut intégrer la valeur économique de la nature dans le calcul économique. Un seul exemple, au moment où l'on parle des pesticides et de la destruction des abeilles, vous savez que le service gratuit rendu par les abeilles s'élève à 4 milliards de dollars. C'est-à-dire que s'il fallait payer des salariés, ça se fait d'ailleurs dans certains endroits où la destruction des abeilles était telle qu'il faut maintenant manuellement faire la pollinisation, les abeilles rendent un service. Donc les services rendus à la nature doivent être intégrés au calcul économique. Deuxièmement, il faut intégrer au calcul économique la valeur de la santé liée à la protection de la nature. Parce que les politiques de prévention, la santé par exemple de l'eau potable ou l'agriculture bio, les politiques de prévention pèseront beaucoup moins sur les comptes sociaux des États si l'on intègre précisément la valeur de la santé liée à la protection de la nature. Et enfin, j'ai envie de dire qu'il faudrait intégrer au calcul économique la valeur du temps et de la génération qui vient par rapport au court-termisme. Le marché, il est limité au court-termisme. Or, ce qui est très difficile, c'est d'intégrer le temps moyen et le temps long. Eh bien, il faut forcer le calcul économique, obliger le marché à intégrer l'articulation entre le temps court et le temps long. Voilà, je vois que le temps est terminé. J'aurais voulu vous dire deux autres choses, donc en deux mots. D'abord, vous dire que, au fond, il n'y aura pas de gouvernance réussie sur le climat sans les femmes. Le combat climatique ne se gagnera pas sans les femmes. Et je vais vous dire une chose, je vais vous raconter une histoire sur la COP21. Les femmes ont été de tout temps oubliées des négociations climatiques. Et c'est la première fois dans l'accord de Paris sur le climat, parce que nous avons été plusieurs femmes à exiger cette présence des femmes dans l'accord de Paris sur le climat, qu'elles y sont enfin engagées. Et nous nous sommes réunies très nombreuses au cours de des centaines de femmes dans la salle que j'avais appelée la salle Wangari Maathai, prix Nobel de la paix, qui a lancé le Green Belt Movement, qui est une des pionnières du combat climatique. Et nous nous sommes réunis et nous avons exigé que les femmes soient présentes. Pourquoi ? Parce que les femmes, par exemple, accomplissent 40 milliards d'heures de travail gratuit pour aller chercher l'eau et le bois en Afrique. Et que si on les avait écoutées plus tôt, on aurait compris beaucoup plus tôt les dégâts du réchauffement climatique, parce que ça faisait des années qu'elles disaient « mais comment, avant je faisais 5 km, maintenant j'en fais 6, maintenant j'en fais 7, maintenant j'en fais 8 ». C'est-à-dire que la désertification, la déforestation, elles ont été les premières à le constater. Mais ce n'était pas important, c'était des sujets de femmes. Ça n'avait rien à voir avec les grandes décisions internationales, diplomatiques, politiques, etc. Mais si, ce sont elles qui ont été en première ligne de ce constat, et si on les avait écoutées plus tôt, comme le dit Mary Robinson, Vandana Shiva qui était là, on aurait compris beaucoup plus tôt la nécessité d'agir. Et puis le dernier point, c'est la question de la sécurité. La sécurité est très liée à la question du risque climatique. Et donc, c'est une motivation aussi de gouvernance et d'accélération des décisions. Quand vous voyez, par exemple, que l'Europe est confrontée au problème des migrations sud-nord, et que cela impacte gravement un certain nombre de résultats électoraux, quand vous voyez qu'il y a des migrations sud-sud qui déstabilisent gravement les États, on sait aujourd'hui que le manque d'accès à l'eau potable tue 10 fois plus que les guerres. Et qu'en 2050, si on ne fait rien pour limiter le réchauffement climatique, il y aura 200 millions de réfugiés climatiques, c'est-à-dire beaucoup plus que les réfugiés liés aux guerres. Et pendant les discussions sur l'accord de Paris, nous avons fait des réunions sur la question de cette sécurité, et ceux qui étaient les plus dubitatifs par rapport à la question du réchauffement climatique, ceux qui étaient les plus climato-sceptiques sur ce sujet-là, quand on leur expliquait, quand on leur montrait les études concernant les 45 conflits intervenus depuis 1950, ils sont tous corrélés à une augmentation des violences intranationales et des conflits armés, ils sont tous corrélés à des problèmes climatiques, c'est-à-dire l'explosion du prix du blé parce qu'il y a eu des sécheresses, les conflits liés à l'accès à l'eau potable, etc., que ce soit la Syrie, que ce soit la Chine, que ce soit l'Égypte, toutes les révolutions, les révoltes dans ces pays ont été précédées de problèmes climatiques extrêmement, extrêmement graves,
À cela, bien sûr, sur la question de la sécurité, il faut ajouter le destin tragique des petites îles qui sont en train de disparaître. Et je ne sais pas si vous savez que les îles, par exemple Tuvalu et Kiribati, ont déjà acheté des terres en Australie et en Nouvelle-Zélande pour déplacer leur population. Et donc eux aussi, on les a vus dans les négociations climatiques, ces chefs d'État, les larmes aux yeux, pleurer, leur dire « mais allez plus vite !» Un peu comme ces jeunes qui descendent aujourd'hui dans la rue, mais allez plus vite, parce que pour nous, c'est une question de vie ou de mort, et pour nous, nous pensons déjà à déplacer nos populations. Voilà, je voudrais, pour terminer, partager avec vous cette belle phrase d'Hubert Reeves, justement, notre grand astrophysicien, qui dit, mais au fond, par rapport à cet enjeu climatique, la question qui est posée, c'est de savoir si nous allons encore mériter d'être qualifiés d'humains. Est-ce que nous sommes encore dignes d'être qualifiés d'humains? C'est cela qu'il faut prouver aujourd'hui en relevant ce défi climatique. Et puis il ajoute, dans la guerre contre la nature, écoutez bien parce que c'est tellement simple mais tellement fort, dans la guerre contre la nature, quand l'humain gagne, il perd. Dans la guerre contre la nature, quand l'humain gagne, il perd. Et ça, je trouve que ça résume bien ce que nous devons faire. Et puis, pour nous encourager collectivement à agir autour de cette plus belle leçon de la COP 21, qui est la suivante. Unis, la famille humaine est capable de grandes choses, parce que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Je vous remercie.